à coup sûr, la vidéo est démonétisée, quoi. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire, une bonne fois pour toutes, qu'est-ce qui se passe quand on met de la musique sous licence? Est-ce qu'il y a un vrai risque? Et pourquoi tu as fait ce choix-là? Bienvenue dans Les Créateurs Vidéo, le podcast. Aujourd'hui, je suis encore très bien accompagné. On a évidemment notre acolyte Goran. Et aujourd'hui, le super guest, c'est Guillaume Moglia. Salut Guillaume. Salut Sylvain, salut Goran. Est-ce que vous allez bien? Oui, nickel. Je m'attendais à ce que Goran dise. Vu qu'on t'a en guest, on va passer une super soirée. Évidemment que ça va bien. Alors, je fais la petite présentation qui va bien, comme d'habitude. Donc, Guillaume, toi, ta chaîne, c'est Popslay. Popslay, c'est une chaîne YouTube qui décrypte et s'amuse autour de la pop musique. Donc, toi, Guillaume, t'es parti de rien en 2021, en tout cas sur YouTube, de rien. 0 vues, 0 abonnés. Et 6 mois après, ta chaîne avait déjà plusieurs vidéos virales, une communauté super soudée et quasiment 50 000 abonnés. Aujourd'hui, Popslay, c'est 3 millions de vues, 65 000 abonnés en un peu plus d'un an. Ce qui me fait un peu rigoler, c'est que moi, ma chaîne photo, ça fait 10 ans que je l'ai commencé quasiment jour pour jour, et on est à 65 000 abonnés. Bon, donc ça y est. Donc je pense que dans 2 jours à peu près, tu seras passé devant. Mais au-delà des abonnés, parce qu'on sait que les abonnés, c'est une chose, mais c'est pas tout. Moi, ce qui m'impressionne, c'est la constance qu'il y a dans la qualité de tes vidéos. Il y a un mélange fin d'écriture très travaillée, de formats qui sont vraiment très divertissants, qui donnent très envie d'aller en regarder encore et encore, et tout ça enrobé dans un style super sympathique que tu incarnes vraiment à la perfection. On passe toujours un super bon moment en regardant des vidéos de Guillaume. Et voilà, je trouve que en ce moment, là, je discute avec beaucoup de créateurs ces derniers temps, et il y en a plein qui me disent que YouTube, c'est plus ce que c'était. C'est des créateurs qui sont sur la plateforme depuis longtemps, qui me disent oui, l'interaction baisse, il y a moins d'intérêt. Et je trouve que pour le coup, là, toi, tu montres exactement l'inverse. Et du coup, le but de cet épisode, c'est qu'on va essayer d'apprendre de toi comment on peut créer des vidéos qui cartonnent, comment on peut créer un branding qui marque en à peine 6 mois. C'est quand même vraiment pas évident. Donc voilà, je suis très très content, super excité. J'ai des tonnes de questions à te poser. Donc voilà, est-ce que déjà tu peux nous dire un petit mot avant de démarrer? Alors, je ne sais pas si ceux qui nous écoutent du coup ne nous voient pas, mais sachez que je rougis actuellement. Merci beaucoup pour cette présentation, ça fait super plaisir. Donc, je suis très content de pouvoir être là avec vous. Ok, alors ma première question, je vais refaire un tout petit historique de comment on s'est connus la première fois, Guillaume. Yes. Donc dans mes souvenirs, on avait été mis en lien par un ancien camarade de classe, donc Alexis, qui est la personne qui gère l'influence, en tout cas les contrats de sponsor que j'ai sur ma chaîne photo, et qui m'avait parlé de ta chaîne. Et j'ai été voir ta chaîne direct et j'ai fait « Oulala, là, il y a du lourd !» Et du coup, on avait été mis en contact comme ça, et j'avais dit à Alexis, la chaîne de Guillaume, j'ai envie d'aller la voir, j'ai envie de voir les stats. Peu importe, ce sera pas un audit payant ou quoi que ça, je m'en fiche. Je sais même plus si je t'avais fait payer un truc, je suis pas sûr, je pense pas. Mais en fait, je crois même que j'avais découvert... Pardon. Vas-y. En fait, je crois même que je t'avais découvert... tu avais fait une vidéo, je crois, sur le cas Lena Situation avec un autre youtubeur, je me rappelle plus son prénom. Avec Yann Leonardi. Et j'avais trouvé ça... ouais. Et vous parliez justement des analytics, de YouTube, mais d'une manière très, très business. Ça m'avait passionné. Et je crois que c'est comme ça que j'avais essayé de rentrer en contact avec toi. Et effectivement, après, il y avait le lien avec Alexis, effectivement. Ok, ouais, tu vois, je me souvenais plus par quel bout on était arrivé en lien. Mais donc, je me souviens de cette visio qu'on avait fait tous les deux. On avait été voir dans tes analytics. Parce que moi, j'avais qu'une envie, c'était de me dire, mais comment c'est possible, une chaîne qui a 15 vidéos, t'avais déjà ta première vidéo virale qui avait déjà plus de 100 000 vues à ce moment-là. Et je me disais, il faut que je sache, c'est quoi ces taux de clics, c'est quoi ces rétentions, il faut absolument que j'aille voir ça. Et je me souviens de cette discussion. Toi, tu m'avais dit, à ce moment-là, je me donne 1 an pour vivre de mon activité. Après, si ça marche pas, j'arrête. C'est vrai. C'est trop drôle. 1 an, j'ai l'impression que c'est ultra récurrent de la nouvelle génération sur YouTube. Je sais pas si tu as cette sensation. Typiquement, on a fait un podcast là, il y a la semaine dernière, toi et moi, Sylvain, et notre invité nous avait dit, et en fait, il a même mis dans le à propos de sa chaîne en mode, mais mot pour mot, texto, je me donne 1 an pour pouvoir vivre de ma vie. Donc c'est vraiment le goal un peu psychologique de tout. Mais en temps YouTube, c'est court. C'est vachement court. C'est vrai. Et donc voilà, on avait fait le tour de ta chaîne, et je me souviens qu'en gros, à part un petit ajustement de miniature, en fait, je me souviens exactement. Donc c'était ta vidéo qui s'appelle... comment elle s'appelle? Qui traitait des plagiats et des interpolations et des samples. C'est ça, c'était ces chansons qui se ressemblent beaucoup.
C'était ça ta première Mm. vidéo virale. Et je me souviens que quand on en discutait, tu m'avais dit ouais, mais, je viens de changer la miniature parce que j'avais eu un commentaire qui m'avait dit que ça ressemblait trop à la miniature de quelqu'un d'autre et donc bah je l'ai changé. Et je me souviens à ce moment-là, c'était le seul petit truc que j'avais trouvé à redire. J'avais dit remets tout de suite ta miniature d'avant parce que là Ouais, t'as bien tes fait de me vues le elles sont dire. en train, tu vois ton taux de clic est en train de baisser et tout. En dehors de ça, tout le reste était vraiment tellement sur les rails et tout que je me semble t'avoir dit à ce moment-là que j'avais peu de doute sur le fait que t'arriverais très très bien à vivre de tout Oui, ça au exact. bout d'un an. Et donc du coup, ma question pour toi, c'est alors aujourd'hui, est-ce que tu vis de ton activité? Est-ce que tu en es content ou est-ce que tu es en retard ou en avance? Oui, alors aujourd'hui, effectivement, j'en vis via les partenariats que j'ai via l'agence Waldo avec laquelle je travaille. Et je m'éclate dans ce que je fais. Et en plus de ça, effectivement, j'en vis. Donc, c'est très agréable. Après, évidemment, le fait de travailler seul en auto-entrepreneur, il y a souvent un stress supplémentaire. On pense que c'est plus simple, mais j'ai plutôt l'impression de travailler plus que lorsque j'étais justement dans l'industrie musicale auparavant. Mais c'est vraiment que du kiff, quoi. Vraiment. Donc aujourd'hui, les objectifs, ils Est-ce sont que du atteints. coup, Mais, pardon. Cool. est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à ton domaine, les partenariats qu'on te propose, c'est vraiment lié à ta niche, donc la musique, ou est-ce que c'est plutôt lié à la démographie de ton audience? Est-ce que tu t'en éloignes un peu? Est-ce que tu as des volontés par rapport à ça? Est-ce que si on te propose des trucs, je sais pas, par exemple, du gaming, des applications, tout ça, enfin, tu vois, genre du Red Shadow Legends, par exemple, qui pourrait finalement correspondre éventuellement, je suppose, à ton audience en termes démographiques. Est-ce que tu y vas ou est-ce que tu restes plutôt dans le truc, dans ta zone de confort? Euh, Alors effectivement, il y a quand même beaucoup de partenariats qui sont liés par rapport à ma niche, donc par rapport à la musique, donc que ce soit par exemple des platines vinyles ou avec une encyclopédie musicale avec laquelle on a beaucoup travaillé. Donc ça reste sur la même thématique. Après, évidemment, il y a d'autres sujets, d'autres contenus qui peuvent s'y prêter. Donc là, effectivement, on essaye d'aller un peu au-delà de ça. Mais ça me fait pas peur, en tout cas moi, d'explorer d'autres marques tant que ça a du sens et tant que le produit est bien, c'est vrai que j'y vois pas forcément d'inconvénient. Mais effectivement, par rapport aux thématiques, enfin par rapport à la cible, par rapport à l'audience, il y a quelque chose qui se dégage et qui parfois m'aide ou au contraire n'est pas cohérent avec la marque. Mm. Oui, ça dépend. Généralement, c'est des partenariats qui sont en rapport avec la thématique, mais ça ne nous empêche pas d'aller explorer d'autres marques, que ce soit sur des accessoires, sur des bijoux. Enfin, c'est des choses que je peux intégrer dans mes vidéos. Mais la thématique, en tout cas première, la plus forte, enfin celle que j'aime encourager, enfin celle que j'aimerais avoir davantage, c'est évidemment celle de la musique, puisque c'est celle qui fait le plus sens, quoi. Alors, ce qui me ferait le plus kiffer, je pense, au-delà d'un sponsor d'une marque, c'est plutôt d'accueillir des artistes sur la chaîne. Je pense que ça apporterait plus de crédibilité. Ce serait dans la continuité de la chaîne et ça permettrait aussi d'avoir des contenus encore plus immersifs et encore plus vivants. C'est vrai que c'est un format que j'ai un peu délaissé. J'avais testé avec deux artistes auparavant, mais j'avais qu'une caméra. Et je tenais à ce que le contenu soit encore plus immersif, avec des questions un peu plus intimistes. Et donc, c'est un format sur lequel je suis en train de travailler, qui devrait voir le jour d'ici quelques mois, j'espère. Éventuellement, j'aurais une question un peu, une pierre deux coups pour toi, par Oui. rapport à ce que tu viens de dire. Moi, d'un point de vue à la fois extérieur à ta ligne édito et à la fois intérieur, parce que j'ai également travaillé pour des médias, notamment web, je voulais savoir si alors j'ai vu en effet que tu as eu l'occasion de travailler dans le milieu des médias musicaux. Et du coup, déjà, la première question, c'est du coup, grâce un peu à ton carnet d'adresses, à ton passif, est-ce que éventuellement, ça y est, peut-être que tu as peut-être des pistes pour justement pouvoir t'incruster dans un média à un certain moment sur leur chaîne YouTube ou faire un pont, quoi, tout simplement, et Ouais. profiter de ce que tu es en train de créer avec ta chaîne YouTube pour justement proposer tes services tout simplement de YouTubeur et d'inviter des gens via des médias Je extérieurs. vois. Et la Ouais. seconde question, c'est en deux parties, c'est finalement, voilà, j'aimerais beaucoup que tu nous parles un peu de ton expérience dans les médias musicaux et tout simplement, pas juste en termes de knowledge, tu vois, mais juste tout ce qu'il y a un peu autour de ta chaîne YouTube. Qu'est-ce que ça t'a apporté finalement et qu'est-ce que ça D'accord. t'apporte encore aujourd'hui pour la construction de ta Alors, j'ai carrière? pas travaillé spécifiquement dans les médias, j'étais plutôt en label chez Universal et chez Sony. J'ai fait plusieurs labels, mais j'ai souvent on m'a souvent attribué des artistes pop ou de variété française. Et donc, mon job, c'était de mettre en place une stratégie digitale pour ces artistes lorsqu'ils avaient un projet qui était annoncé. Donc, c'était beaucoup de la création de contenu en réalité. Donc, j'ai toujours été habitué
à penser des contenus vidéo, à les tourner, même à les monter. Et j'ai toujours été au contact des artistes. Et j'étais très content de faire ce job. Je suis passé par Columbia, par Mercury, par Barclay, et aussi en transverse lorsque j'étais chez Sony. Donc toujours dans le digital. Et peut-être qu'aussi à un moment, ce qui a été frustrant pour moi, c'était de me dire, bah, c'était exactement ce que je voulais faire, le type de job que je voulais faire, dans le label que je voulais, que je visais. Et puis en fait, au fil du temps, j'ai réalisé que je me sentais pas forcément à ma place et que j'avais du mal à me projeter sur les jobs de mes responsables, tout simplement. Donc, à ce moment-là, il y a eu le Covid. Donc, je pense qu'aussi on a tous un peu réfléchi à ce qu'on voulait faire dans la vie, en quête de Comme sens. beaucoup, Ouais, comme beaucoup, effectivement. Et donc, je pense que ça a été là où je me suis dit, bon, il faut régler le problème dès maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, entre guillemets, même s'il n'est jamais trop tard. Et donc, j'ai mis fin, en fait, à mon job à cette période, j'étais chez Mercury. Grâce aux équipes qui ont été compréhensives, j'ai pu partir de manière assez flexible. Et donc, j'ai pu avoir quelques mois de réflexion, voilà, quelques mois qui m'ont permis de savoir vraiment ce que je voulais faire et de pouvoir vraiment y réfléchir concrètement. Et je pense que j'étais à un carrefour de ma vie pour me dire, bon, bah là, il est temps de vraiment réfléchir à ce que tu veux faire toi, ce qui te ferait vraiment vibrer au fond de ton cœur. Et c'est là que le projet, en fait, a mûri, un projet que j'avais déjà en tête il y a quelques années. Que j'avais déjà lancé un site qui s'appelait déjà Popslay à la base, mais j'avais pas envie d'apparaître et je voulais pas communiquer dessus parce que j'étais pas encore assez satisfait du site que j'avais créé. Et puis avec la charge de travail, c'est vrai que j'ai pas forcément eu le temps de m'y atteler de manière très assidue, on va dire. Donc c'est un projet qui est tombé à l'eau. Mais même si j'étais frustré du travail que j'avais lorsque j'étais chez Universal ou chez Sony, ça m'a apporté beaucoup et j'avais cette envie de rester dans la musique. Mais ne sachant plus comment l'intégrer, je me suis dit, bah, c'est peut-être à moi de créer mon écosystème musical avec ma passion et puis avec mes valeurs, avec ma vision des choses. Et ça s'est en fait fait tout naturellement puisque j'avais déjà fait de la vidéo dans le cadre de mon travail et il me manquait quand même quelques petites compétences, je pense, de tournage, de montage, des choses comme ça. Et je me suis dit, bon, ok, maintenant, on n'hésite plus, on y va, on fonce. Et puis, c'est le moment, quoi, de se lancer et de le faire à fond. Et je voyais pas d'autre manière que de le faire que sous la forme d'une vidéo, puisque je pense que vous êtes bien placé pour le savoir, mais la vidéo, c'est ce qui règne actuellement en termes de contenu et c'est ce qui va faire, je pense, les prochaines années. Avant, c'était le format horizontal, vertical. Donc, enfin, on ne dure que par la vidéo. Donc, il me semblait inévitable de modeler cette idée que j'avais en tête par rapport à la vidéo. Enfin, il fallait absolument que ce soit part de la vidéo. Et en fait, la première étape, j'avais créé une chaîne YouTube où on ne me voyait pas, tout était en voix off. Et j'avais peur de montrer, parce que même si je me montre à l'écran et que je me mets chaque semaine, entre guillemets, en scène à travers des contenus vidéo, je suis quelqu'un de très timide. Et l'idée à la base, c'était de créer donc cette chaîne Popslay, mais qui n'était pas, comment on dit, qui n'était pas animée, qui n'était pas personnifiée. Et je me suis dit, je vais la faire en anglais, sauf que mon accent est affreux, abominable. Donc, j'avais engagé sur Fiverr. Comment ? Très ambitieux, to the moon, quoi, direct. Ah oui. On attaque les... Exactement. On est chaud, quoi. On est très chaud. Donc, j'avais fait un peu mon business model en tête. Et l'idée, c'était d'engager quelqu'un sur Fiverr, donc qui est une plateforme qui met en relation des freelances. Et donc, j'avais pris une voix off qui me plaisait. En anglais, et donc j'avais fait mes 2 premières vidéos en anglais sur la fin de Daft Punk et je crois que c'était sur une chanson de Rihanna. Et donc j'avais fait ça, donc c'est des formats de 3 minutes avec une voix qui était pas forcément très naturelle, qui était très publicitaire, donc qui me convenait pas forcément. Et en fait, j'ai toujours sur YouTube ces vidéos ? Elles sont toujours non, je les ai supprimées. Ah, dommage. Non, elles n'existent que sur mon disque dur, mais je vous les enverrai à l'occasion, avec plaisir. Mais c'est assez fou parce que du coup, c'est vrai que j'ai posté ces vidéos. Bon, il n'y a pas eu de retour, hein, ça n'a pas fait de vues, j'ai pas communiqué dessus, donc elles étaient un peu perdues dans tout cet océan qu'est Internet. Et donc je me suis dit que c'était pas la bonne méthode, mais je pense qu'il fallait que je teste pour me rendre compte que ce n'était pas du tout la bonne méthode. Et puis après, je me suis dit, bon, il va falloir se mettre en scène.
Et puis, j'ai investi dans mon premier appareil photo. Je ne savais pas forcément bien m'en servir, donc je me suis fait un petit plan d'action, donc qui était s'améliorer en motion design. Je vais avoir besoin de compétences supplémentaires en termes de montage, en termes d'installation, de setup, de lumière. Et pendant quelques mois, j'ai un peu étudié tout ça, ce que je voulais faire en termes éditorial. Je me suis créé un énorme document où je mettais toutes mes références en termes de couleurs, en termes de typo, en termes d'idées, les messages que je voulais délivrer. Et je savais exactement là où je voulais aller, mais il me fallait un peu de temps pour mettre tout ça en place, pour mettre tout ça en forme. Et c'est vrai que pendant ces quelques mois, alors ce qui m'a beaucoup aidé, c'est toutes les vidéos qui sont disponibles sur YouTube. Il y a énormément de vidéos qui parlent de l'installation de votre setup, des lumières aussi. Les lumières, c'est hyper important. On parle souvent de la qualité des caméras, mais les lumières sont hyper importantes. Et voilà, j'avais ce projet un peu en gestation pendant quelques temps. Et une fois que j'avais ma caméra dans les mains, je me suis dit, c'est parti, quoi, il faut y aller maintenant. Et je me suis pris un peu une claque. Et puis, la première vidéo que j'ai tournée, j'ai dû la retourner au moins une dizaine de fois, même si aujourd'hui, j'en suis pas forcément satisfait, mais faut se lancer au bout d'un moment. Et puis, c'était parti. Et avant d'aller sur la suite, j'ai fait quelques digressions, pardon. Ouais, non, il n'y a pas de souci, au contraire, c'est fait pour. J'ai deux questions. Il y a deux trucs qui me posent question. Déjà, tu as tout quitté pour te lancer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui disent moi, je vais tester un petit peu à côté de mon job. Je continue de bosser pour être tranquille. Et donc, je me trompe. Alors, vas-y. Oui, non, j'ai pas quitté mon travail pour me lancer sur YouTube. D'accord. En fait, pour être totalement transparent, les derniers mois / semaines chez mon dernier employeur, j'ai eu quelques problèmes de santé, d'ordre psychologique. J'ai fait une dépression, et il me fallait, je pense, un peu de temps pour me remettre un peu dans le bain qu'est la vie, et ça prend du temps. J'avais jamais pris le temps, en fait, de justement prendre le temps de guérir, de me soigner, et en fait, ces quelques mois, justement, m'ont permis de réfléchir à tout ça, de me remettre un peu mieux. Et c'est là que s'est posée l'idée de YouTube, parce que la vidéo, parce que la musique, parce que le digital, et tout faisait sens, en fait. Je suis passionné de vidéo, de musique, et le digital, j'en ai fait mon travail, ainsi que la musique. Donc, j'ai simplement lié les deux, et ça me semble... Tout fait sens. Comment ? Ok. Donc tout ça, en fait, ton parcours, il se fait complètement sens avec ce que Oui, c'est ça. En fait, je trouve ça un peu facile. Ah, vas-y, je t'en prie. Non, justement, j'allais répondre à ton autre question, qui était, tu me parlais de si j'arrivais, en fait, à lier ce que je faisais avant et ce que je fais aujourd'hui. Et justement, là où je suis très content, c'est que j'avais peur de perdre... ma passion pour la musique, je l'ai en dehors de mon travail, certes, mais j'ai beaucoup aimé aussi travailler dans ce milieu-là, et j'avais peur de perdre un peu cette fibre-là et de prendre un autre chemin. Mais finalement, je m'y retrouve aujourd'hui, puisque je mêle assez facilement les deux. Et ce qui est drôle, c'est que je rebosse même avec d'autres personnes avec qui j'ai déjà travaillé dans le passé, mais cette fois-ci pour mon projet, donc c'est trop bien. Cool. Et ma deuxième question, c'est plus une remarque, mais à force d'interviewer des créateurs, on se rend compte que ceux qui, en général, cartonnent, quand on arrive un petit peu, tu vois, quelques mois après, et qu'on dit « Oh, allez, ta chaîne, elle cartonne », quand on remonte au début, on se rend compte qu'en général, ils ont testé beaucoup de choses. Et moi, ce qui me sidère, c'est quand tu me dis mon projet de départ, c'était voix off en anglais, je veux pas apparaître à la caméra, et tu as fait 2 vidéos tests. Moi, j'en aurais fait 40 des vidéos tests avant de me rendre compte qu'il fallait que je change de modèle, tu vois. Toi, t'en as fait 2 et t'as dit « Ok, ça marche pas, il faut que je me fasse violence et je passe devant la caméra. » Enfin, c'est balèze, quoi, comme en fait, capacité d'adaptation. Ouais, vas-y. En fait, je pense que la problématique, je me la suis tournée de cette manière. C'est-à-dire que je savais au fond que pour que ça fonctionne, il fallait se mettre en avant et créer du contenu vivant et divertissant. Il fallait apparaître à l'écran. Je le savais, mais mon idée, c'était plutôt comment je vais pouvoir contourner ça, mais que ça marche quand même. Ouais. Et donc, donc j'essaye quand même. C'est pour ça que j'ai pensé. Ouais. Et après, je me suis dit, non, mais en fait, faut y aller, faut tester. Et maintenant, j'adore faire ça. Donc, il faut tester quand même, ouais, c'est vrai. Très cool. Alors, avant d'enchaîner, parce qu'après j'ai des questions un peu plus techniques YouTube, notamment tu as des spécificités sur ta chaîne que la plupart des créateurs n'ont pas, et ça m'intéresse de creuser ça, sur les questions de musique notamment. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des opportunités que tu as eues grâce à ta chaîne YouTube,
Notamment, je crois que tu as été approché par une chaîne de télévision. Est-ce que c'est grâce à YouTube? Est-ce que c'est grâce à tes anciens réseaux? Est-ce que c'est un peu les deux? Tu peux nous raconter un petit peu ça? Et peut-être, du coup, se projeter sur dans 2 ans, dans 5 ans. Est-ce que Popsley, en fait, finalement, ça devient une chaîne média qu'on retrouve sur tous les smartphones avec son appli et tout ce que tu veux? Ou est-ce que ça reste une chaîne YouTube? Est-ce que c'est autre chose? Enfin, voilà. Ouais, je vois. Alors effectivement, il y a eu pas mal d'opportunités qui se sont présentées auxquelles je n'aurais jamais pensé, donc ça a été très bénéfique pour moi pour la suite. La première, je pense, opportunité, c'est le fait d'avoir intégré une agence qui s'occupe des partenariats, de la partie business et prospection, parce que malheureusement, moi, mon business model, il n'est pas basé sur la monétisation de mes vidéos, puisque je gagne quasiment rien en fait sur la plupart des vidéos, puisque vu que j'intègre beaucoup, enfin je tiens à intégrer beaucoup de musique sur mes vidéos, donc parfois on pourrait y revenir ensuite, mais c'est vrai que ça bloque tout simplement la monétisation, donc je gagne rien là-dessus. Mais c'est un parti pris, donc je me suis dit, bon, je vais aller plutôt voir ce que je peux faire en termes d'intégration publicitaire, de sponsorisation ou des choses comme ça. Et donc l'agence Waldo avec laquelle je travaille m'aide beaucoup sur ce terrain-là, puisqu'en fait ça me permet de dégager du temps, plus de temps en tout cas sur la partie création, sur la partie écriture, et c'est vital pour que le contenu soit bon. Donc ça a été la première opportunité, c'est ce qui m'a permis par extension de proposer encore plus de contenu, puisque ça me permettait aussi d'en vivre derrière. Donc ça me permettait aussi de dégager du temps pour pouvoir construire mes vidéos. Et la deuxième opportunité, oui, ça a été celle d'être approché par ces stars qui étaient à la recherche en fait de quelqu'un qui puisse incarner un format digital sur Snapchat en show Discover. Et donc, ouais, c'était vraiment cool. Alors, tu peux nous expliquer un peu plus en détail? Alors, C-Star, c'est une Ouais. chaîne de la TNT. Pour ceux qui regardent plus la télé, c'est quand même pas une petite chaîne, c'est pas la dernière venue non plus. Oui. Et donc, c'est quoi le format dont tu parles? C'est-à-dire que tu passes pas à la télé, mais par Non, je contre, passe pas à la tu télé. es payé par C-Star pour animer un média sur Exactement. Instagram, c'est ça? Exactement. En fait, Alors, vas-y, explique-nous un peu comment ça marche alors. Alors ils avaient cette idée de lancer un show pop culture sur Snapchat, puisque Snapchat désormais lance Ouais, des programmes, des verticales sur l'interface Discover. Donc vous avez les plus visionnés, je crois, sont ceux de TPMP, Jérém Star. Donc c'est des formats soit talk, soit des extraits d'émissions qui sont déjà existants, enfin il y a c'est assez large. Et donc ils avaient cette idée de lancer un format pop culture, mais on savait pas encore exactement comment ça allait être réalisé, si ça allait être incarné ou pas. Et à cette période-là, j'avais un autre show Snap avec une amie à moi qui s'appelait POV, dans lequel on interagissait tous les deux, où on parlait de pop culture, où chacun donnait son avis sur un thème donné. C'était par exemple, que ça pouvait être sur la musique, mais aussi sur des séries. On avait fait par exemple sur Euphoria. Et donc la personne chez C-Star, je pense, a dû voir ce qu'on avait fait sur Snapchat, sur ce petit média POV, puisque c'était une de leurs références pour le lancement de ce show pop culture sur leur chaîne. Et en parallèle, cette personne connaissait aussi mes vidéos et les suivait. Et donc il m'a approché, on s'est donné rendez-vous, on en a beaucoup discuté. Il m'a parlé de il m'a parlé de l'ambition de ces stars sur ce petit format digital. Et bien sûr, j'ai foncé, parce que c'est vrai que c'est une chaîne que j'ai toujours regardée quand j'étais jeune. C'était la chaîne qu'on mettait pour visionner les clips. Donc, j'étais trop content. Et puis, ça reste un format qui est en totale cohérence avec ce que je fais sur YouTube. On parle de pop, on parle de musique, on parle de pop culture. Et donc, c'est un format hebdomadaire qu'on retrouve sur Snapchat. Ça dure environ 3 minutes. Et c'est posté aussi sur les réseaux annexes, donc TikTok, Instagram, et parfois YouTube, mais l'objectif numéro 1, c'est que ça fonctionne sur Snapchat. Donc je le fais en parallèle de ma chaîne. T'as une idée de la portée à peu près de ces posts-là? Est-ce que c'est anecdotique par rapport à ta chaîne, ou est-ce qu'au contraire c'est énorme, ou est-ce que tu t'en fiches? Tu vois, c'est quoi le... Alors moi, j'avais pas accès à toutes les analytics de l'entité C-Star, c'est géré en interne par eux. Moi, je suis vraiment là pour écrire le texte avec les équipes éditoriales et l'incarner, le tourner, et après, ils s'occupent de la post-prod, de la mise en ligne et de la viralisation, si je puis dire, du contenu. Mais on a remarqué que sur Snapchat, je pense que chaque support a un peu ses
Sur YouTube, on sait que ça prend du temps. Ouais, chaque plateforme a ses codes. Et c'est vrai que sur Snapchat, ça a pris aussi peut-être un peu de temps. Mais ça a été aussi des contenus qui ont été beaucoup mis en avant par Snap. Donc là, on a 33 000 abonnés, je crois, sur la chaîne, 33-35 000 sur la chaîne Snap. Mais par contre, les vues peuvent aller... c'est assez disparate. Hein. Ça peut aller de 20 000 jusqu'à 1 million. Sur un épisode qu'on a fait, par exemple, c'était sur le Met Gala, je crois. Un épisode, non, sur l'annonce de la grossesse de Rihanna, par exemple. Ça, c'est un sujet qui a énormément fait cliquer. On a fait plus d'1 million de vues. Donc ça dépend en vérité. Mais c'est juste qu'il y a énormément. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de challenges autour de Snapchat puisque c'est des formats qui sont assez longs, dans lesquels il y a, assez long, 3 minutes, mais dans lesquels il y a énormément de pubs. Donc je pense que c'est aussi ça génère pas mal de revenus. Je te confirme que la monétisation Snapchat est très intéressante ce temps-ci. Et ce qui est drôle, c'est que j'utilisais Snapchat, mais non, j'allais dire, ce qui est drôle, c'est que j'utilisais plus trop Snapchat. Je savais même pas ce qu'il s'y faisait actuellement. Je savais pas qu'il y avait tous ces épisodes, toutes ces verticales qui étaient mises en place. Mais je pense qu'il y a une vraie envie, un vrai souhait de s'y plonger davantage et de créer pas mal de contenu. Donc je trouve ça cool. En fait, ce qui est super intéressant sur Snap, c'est que finalement, il y a peu de 109, mais par contre, la population qui y est ne part pas. Ça veut dire que vraiment, on est sur un réseau qui... j'entends beaucoup dire, ouais, Snap, ça se meurt, machin et tout, mais en fait, juste en termes d'utilisateurs, c'est genre hyper stable. Oui, et autre chose qui m'a surpris, c'est les stats démographiques. Enfin, on s'attendait à avoir des personnes très très jeunes, du style 13-17 ans, parce que c'est vrai qu'on se dit Snap, c'est pour les jeunes, mais alors pas du tout. Hein. Justement, je crois que notre cœur de cible, c'est plutôt 25-34. Donc, oui. ça dépend les épisodes et ça dépend évidemment les sujets, mais on a quand même des personnes, entre guillemets, un peu plus âgées. Mais voilà. Oui, je me demandais, est-ce que ce format-là, le fait du coup d'être entré en contact avec ces stars, ça te donne des envies d'aller plus loin? Est-ce que tu dis peut-être que si ça leur plaît, ils vont me proposer autre chose? Ou est-ce que toi-même, tu te dis, bah, j'ai quelque chose à leur proposer, j'y vais? Ou est-ce que tu dis, c'est chouette comme aventure complémentaire, mais mon vrai projet, c'est Popsley et je vais me consacrer quand même à ça majoritairement parce que je fais pas tout ça pour retourner finalement dans l'industrie, quoi. Ouais. Ça reste quand même... mes deux priorités, ça reste ces stars et Popsley. Mais je leur parle un peu des projets que j'ai en tête, voir peut-être qu'il y a d'autres choses à imaginer entre nous. Peut-être qu'ils peuvent se greffer à un projet que j'ai en tête et vice-versa. Ils sont très ouverts aussi à des nouvelles idées, donc c'est cool de pouvoir... et ça me fait des collègues aussi, parce qu'il faut rappeler que lorsqu'on débute sur YouTube, on est souvent seul, et ça peut être vite, on peut vite se sentir un peu reclus. Et donc le fait d'avoir des collègues qu'on voit entre guillemets au quotidien, ça reste en visio, parfois en présentiel, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Et oui, ça dépend. Parfois, je leur parle de projets que j'ai en tête, voir peut-être qu'il y a une alliance à faire sur du digital ou même sur de l'antenne, je ne sais pas. Ils travaillent beaucoup avec des régies aussi, donc on en discute, mais pour l'instant, voilà, on a que ce programme, ce qui est déjà très bien. On a fait une première saison qui a porté ses fruits en termes de chiffres. On était très contents. L'objectif, c'était certes que ça fonctionne sur Snapchat, mais on a aussi des surprises sur Facebook, par exemple. Donc voilà. Après, à voir dans le futur ce qui se passe. Mais je dirais quand même, ma priorité reste ma chaîne YouTube. C'est un peu... souvent les créateurs disent ça, mais c'est un peu mon petit bébé quand même. J'avoue. Ouais. En parlant de futur et de YouTube, tu nous dis que apparemment, tu as quand même un super terreau pour, on va dire, développer ta chaîne en termes économiques grâce aux sponsors. Je voulais savoir si finalement la team Popsley, est-ce qu'elle a destination à rester solo ou est-ce qu'elle a destination à s'agrandir? Surtout que je pense à la partie post-prod. Est-ce que tu vas prendre un monteur bientôt ou est-ce que tu veux vraiment avoir les rênes sur l'ensemble de la ligne édito et technique de ton projet? Alors, j'avoue que je passe énormément de temps sur le montage. Énormément de temps. Je pense que je pourrais prendre aussi le temps de reprendre quelques cours pour savoir justement comment gagner du temps, parce que je pense que je fais pas forcément les bonnes manips. Mais bizarrement, j'adore faire ça aussi. J'adore monter. Et je pense que je serais peut-être un peu frustré. Enfin, je dis pas qu'un monteur ne saurait pas faire son travail, mais je pense que même si le montage, un texte qui se parle, ça se vit, on l'entend. Un montage, bon,
peux pas vraiment savoir de qui il vient, mais il y a quand même des codes qui reviennent et je pense que je serais pas 100% satisfait s'il venait pas de moi. Je sais pas. Ça dépend le projet, je pense. Mais au quotidien, oui, j'aurais peut-être besoin d'aide. Tu vois, par exemple, je pense à des formats que je peux décliner sur TikTok ou sur Instagram. Oui, j'adorerais avoir quelqu'un qui m'aide aussi sur des formats un peu plus courts, même sur les tournages, sur la recherche de sujets, enfin pour aussi échanger sur des idées et les confronter. Oui, j'aspire à ce que ça s'agrandisse et à avoir des personnes autour de moi. Ce serait génial, ce serait trop bien. C'est Mais marrant, oui, c'est c'est vrai que marrant parce que c'est. ta réaction par rapport à l'idée éventuellement d'avoir un monteur, c'est la réaction que je vois avec beaucoup de créateurs qui sont Ah ouais? très 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 pointilleux sur leurs vidéos. C'est-à-dire que tu as vraiment plusieurs types de créateurs. Tu vois, nous, dans nos prestats, on aide des créateurs et parfois ils nous délèguent tout, le montage, les miniatures, tout le Ouais. truc. Et la plupart du temps, ça va être des créateurs pour qui le montage c'est totalement secondaire, voire parfois t'en as certains, ils ont une entreprise à côté, ils disent ah bah je vous délègue ça tout de suite dès le départ quoi. Ouais. Et à côté de ça, à l'autre bord du spectre, si tu veux, tu as des gens qui sont chacune de leurs vidéos, c'est un bébé dans leur bébé chaîne YouTube, tu vois. Ouais, je vois. Et ils se disent chacune de mes vidéos, il faut que j'ai rien à regretter. Je veux pouvoir la regarder pendant encore 30 ans si j'ai envie. Il faut Oui, que je maîtrise tous les petits aspects et je pourrais jamais déléguer ça à un monteur parce que jamais il le fera enfin, de façon aussi précise que ce je que j'ai vois. envie de faire. Et du coup, c'est vachement dur de lâcher cette partie-là, quoi. Mais c'est peut-être aussi du cas par cas parce que peut-être aussi dans certaines de mes vidéos, je mets aussi beaucoup d'émotionnel, de ce que ça me provoque et peut-être que ça doit être difficile de retranscrire ça pour quelqu'un qui n'est pas forcément à la place. Je dis pas qu'il est pas en mesure de le faire, mais peut-être que sur des formats, admettons demain, je lance un format, l'actualité musicale de manière hebdomadaire ou un peu à la Hugo Décrypte, mais version musique où on passe en revue les sorties de la semaine dans un format qui est très cadré, qui est toujours le même avec un template récurrent. Peut-être que là, je pourrais baisser ma garde. Mais sur des formats où je parle vraiment de ce que provoquent certaines musiques ou des blagues ou des choses comme ça, je préfère, j'avoue, garder la main pour le moment. Mais sur des formats qui pourraient être récurrents, je pense que ça pourrait être une bonne idée à terme. Espérons-le. Ok. J'aimerais bien qu'on aborde la question du copyright parce que Ouais. donc toi tu parles Une de centaine musique de pop, vues. tu Ouais. diffuses de la musique pop, tu mets des extraits, tu mets des Oui. extraits de clips, de musique. Il y a plein de youtubeurs qui vont me dire moi j'évite à tout prix de mettre même 2 secondes d'une musique pop qui passe à la radio parce que j'ai peur que ma chaîne YouTube soit supprimée, d'être strike, etc. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire une bonne fois pour toutes, qu'est-ce qui se passe quand on met de la musique sous licence Sony ou tout ce qu'on veut? Est-ce Oui. qu'il y a un vrai risque et pourquoi tu as fait ce choix-là? Enfin voilà, pourquoi tu nous as déjà expliqué un petit peu, c'est que tu te disais de toute façon j'en ai besoin pour mes vidéos et je vais viser plutôt le sponsor. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe en fait quand on met de la musique sur nos vidéos? Alors, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent, même dans les commentaires ou parfois en DM de personnes qui veulent se lancer sur YouTube. Donc à chaque fois, je donne un max de conseils. Et effectivement, la question de la monétisation revient souvent sur le tapis. Euh, alors, ce qui se passe, c'est que c'est un peu du cas par cas en réalité. Je sais pas s'il y a une formule précise, mais ce que j'ai remarqué, en tout cas, enfin, ce que je sais de base, c'est qu'un extrait de 5 secondes, après avoir fait quelques petits tests, c'est que 5 secondes de musique, peu importe la musique, normalement ça passe. Normalement, le robot YouTube est plutôt silencieux. Après, si on commence à déborder sur du 7 ou voire du 10 secondes, il peut la reconnaître. Et donc, ce qui se passe, c'est que si demain je fais une vidéo où j'intègre, je sais pas, 1 minute de The Weeknd ou de Rihanna, 1 minute c'est très long, on va dire 30 secondes, le robot va la reconnaître et automatiquement ma vidéo va être démonétisée. Et dans la barre de la description, on va voir apparaître la liste des sons qui sont utilisés dans cette musique et donc l'argent généré par cette vidéo, il y aura de la pub dessus, ça je peux pas l'enlever, mais la pub générée par cette vidéo ira aux ayants droit, donc aux personnes qui composent, qui chantent, ceux qui ont créé cette musique. Donc c'est compliqué de parler de musique, je trouve, sans en diffuser. Après, il y a ce qu'on appelle l'usage loyal, donc qui est d'utiliser des extraits parce que ça marche aussi avec des vidéos. Il reconnaît aussi les extraits vidéo. L'usage loyal, donc c'est de faire des commentaires sur un produit qui existe déjà, qui est un peu dans la sphère publique, quoi. Mais malheureusement, c'est difficile comment dire, De le faire appliquer en réalité. ouais.
je trouve. Donc parfois j'ai des vidéos, ça dépend. Parfois j'ai des clips, il y a plusieurs cas de figure. Soit ma vidéo est bloquée et personne peut la voir, et dans ce cas-là, il faut que je repasse au montage, mais ça arrive assez rarement. Donc par exemple, si j'ai un clip qui me bloque toute ma vidéo, alors là, je parle pas de monétisation, je parle vraiment de la vidéo qui est invisible partout dans le monde. Je dois retirer cet extrait du clip et généralement je mets par exemple une version live ou alors je coupe carrément le clip. Si par exemple j'ai une musique, par contre l'extrait son est reconnu par YouTube et me bloque carrément ma vidéo, dans certains pays, bah pareil, je vais devoir l'écourter. Mais je ne l'accélère jamais, je veux pas non plus la dénaturer. Donc généralement, soit je fais un extrait très court, soit je mets une version instrumentale, soit je parle plutôt des stems, donc de chaque son qui compose la musique, plutôt que de la musique dans son entièreté. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à coup sûr, la vidéo est démonétisée, quoi. Mais voilà. Ok, il n'y a pas de strike ou pas de danger pour ta chaîne YouTube. Alors j'ai eu quelques strikes de vidéos qui ont été qui m'ont été comment on dit, où elles étaient invisibles partout dans le monde, mais j'ai jamais eu d'avertissement de la part de YouTube. Vous me faites peur comme vous dites ça, mais c'est pour ça que quand je parle strike, c'est plutôt avertissement de la part de YouTube. C'est le système où, au bout de 3 strikes, ta chaîne est supprimée et c'est fini, quoi. Ah bon? T'as pas eu ça, je savais pas. Non. Donc c'est les vidéos qui n'ont pas été autorisées ou qui n'ont pas été diffusées, mais pas des strikes en tant que tels. Alors, pour moi, un strike, c'est justement lorsque la vidéo est marquée comme qu'il y a une réclamation et qu'elle est déjà inéligible à la monétisation, mais aussi invisible partout dans le monde, non? Mais ça, c'est une restriction sur le contenu. En fait, au bout d'un moment, tu peux oui, avoir voilà, des c'est plutôt une restrictions restriction. sur ta chaîne, complètement, si tu... Ah. Le strike, c'est par exemple, demain, tu vas mettre un contenu pornographique ou un contenu hyper violent, un truc comme ça, qui va à l'encontre des règles d'utilisation de la plateforme. Donc c'est encore en dehors des droits d'auteur. Là, YouTube va te mettre des sanctions. Et c'est là où tu as 3 sanctions, ça s'accumule, tu as de moins en moins de fonctionnalités, et au bout des 3 sanctions, ta chaîne est supprimée. Donc, et il y a beaucoup de personnes qui me disent, j'ai peur que si je mets une musique sous licence, j'ai peur de me prendre un strike par YouTube. Et, après, je vois plein de créateurs qui... Pas de raison. Non, il n'y a pas de risque. Enfin, au bout d'un an, il n'y a pas de risque. Mais je vois aussi plein de créateurs qui parlent d'autres choses et qui intègrent des musiques. Simplement, je pense que le seul, entre guillemets, risque, c'est que vous soyez démonétisé, mais pas que vous soyez striké de YouTube. Ouais. Partir du principe que vous ne gagnerez pas de sous sur la publicité sur vos vidéos, et puis voilà. Voilà, c'est ça. Super. Et d'ailleurs, Guillaume est assez smart sur ça parce que vraiment, dès le début, tu as intégré ça à ton business plan et tu as dit la monétisation, c'est pas pour moi, allons sur les partenariats. Et alors, je sais pas si c'était prévu de base, si tu savais que tu allais avoir ce genre de soucis ou si tu as. Oui, je savais un peu. Tu as bien anticipé. Pour les créateurs qui parlent de cinéma ou de musique comme toi, comme le Fossoyeur du film ou whatever, la question du fair use, techniquement, elle se pose parce que oui, si tu fais de la vulgarisation de films, normalement, tu pourrais penser que tu es dans ton bon droit. Après, en pratique, le système, comment c'est fait YouTube avec les strikes, avec les contre-claims, avec les ayants droit qui peuvent dire non, ton contre-claim, t'es pas dans ton bon droit alors que tu l'es. YouTube, après, pour faire un arbitrage, c'est plusieurs mois et en plus, tu peux faire qu'un arbitrage vidéo par vidéo. Bref, c'est un enfer. Et en effet, je pense que pour ceux qui nous écoutent et qui veulent se dire allez, je me lance dans l'aventure YouTube et je veux parler de cinéma ou de musique, oui, je pense que en effet, la meilleure strat ever, c'est de se dire de toute façon la monétisation, ça sera jamais pour moi, et de se concentrer sur sa communauté pour faire des partenariats sur le moyen. Je pense qu'on a compris la monétisation. Mais c'est pour ça, en fait, lorsque tu m'avais posé la question, Sylvain, quand tu m'avais dit tu te donnes combien de temps pour justement en vivre, je t'ai dit 1 an parce que en fait, lorsque j'ai lancé la chaîne, c'est l'objectif numéro 1, il n'était pas de gagner directement de l'argent. Après, évidemment, pour pouvoir faire ça sur le long terme, il faut bien que ça puisse être ça puisse générer des revenus. Mais l'objectif numéro 1, c'était surtout déjà de me faire plaisir, de faire un contenu qui soit cohérent avec la vision que j'avais en tête, et puis toucher les gens. Et ça passe par un contenu qui soit divertissant, bien monté, où il y a de la musique, où les gens peuvent kiffer, passer un bon moment, je l'espère. Et c'était surtout ça l'objectif numéro 1. Donc si jamais quelqu'un veut faire de YouTube son main job et pouvoir gagner de l'argent dessus, je pense que ça prend du temps, et surtout, il faut que le premier objectif, ce soit surtout de faire quelque chose qui nous plaît, parce que je pense que ça se ressent aussi dans les vidéos, et de se faire, entre guillemets, connaître un petit peu sur la plateforme dans un premier temps.
mais ça prend du temps. Même moi, j'y travaille encore. Mais c'est intéressant parce que tu te dis, j'y vais sans compromis. Si je veux que mes vidéos soient les meilleures possibles, je suis obligé de mettre des extraits. Donc, c'est une donnée d'entrée. Il y aura des extraits de musique. Donc, il y aura des conséquences, mais c'est pas grave, je fais avec. Et ça résonne particulièrement en moi parce que demain soir, on fait un audit de chaîne, au moment où on enregistre. On fait un audit de chaîne avec une chaîne qui parle de tennis, qui décrypte le tennis. Et ils ont exactement la même problématique avec les extraits de match, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent revoir des actions et des choses comme ça. Et eux ont pris le parti pris opposé de se dire, on ne diffuse aucune image officielle. Alors peut-être que les règles sont pas les mêmes, peut-être qu'ils ne sont pas démonétisés, que systématiquement la vidéo est supprimée. Dans ce cas-là, ils ne peuvent pas. Mais du coup, c'est plus difficile pour eux parce qu'ils parlent de tennis sans jamais pouvoir montrer une seule image de tennis. Je comprends. Donc c'est voilà. Mais du coup, ils sont pas à fond et ils se font doubler par les chaînes Eurosport, les chaînes France 2, France Télévisions, qui eux ont les images, même si eux sont vachement plus pertinents sur les analyses et tout. Donc c'est pas facile de pas y aller à fond comme ça. Ouais. Puis encore une fois, c'est vraiment du cas par cas parce que parfois on peut peut-être détourner le problème. Bon, là, par exemple, ce serait des extraits vidéo, donc je sais pas, hein, j'ai une bêtise, mais peut-être que parfois de simplement mettre une symétrie horizontale à l'envers sur une vidéo, peut-être que le robot peut ne pas la reconnaître ou changer la colorimétrie. Il y a des choses à tester, peut-être des petits... ça reste des virages un peu bancal parfois, un peu brouillon, mais comme toi, en fait, après, c'est un peu bancal ils ont envie de se faire percevoir comme un média, comme des gens crédibles, éventuellement d'avoir des contacts avec les gens de la télé, etc. Il ne faut pas se fâcher avec eux non plus. Donc, c'est un peu ça. Ouais. Et Goran, j'ai pas entendu ce que tu as dit, pardon. Non, ça c'est un chemin un peu glissant, je trouve, de faire des manips du style mettre des effets de glitch, inverser ton image et whatever, dans le sens où de toute façon t'es pas du tout à l'abri qu'après la personne, les ayants droit tombent sur ta vidéo, tu vois, bouche à oreille si elle marche, et finalement te punk derrière, quoi. Ouais, ça peut même être pire, c'est-à-dire qu'il pourrait démontrer qu'il y a eu une tentative de fraude, c'est-à-dire que là c'est même pas, c'est volontairement que tu essaies d'échapper au système, donc c'est risqué, quoi. Est-ce que tu pourrais nous dire, du coup, Guillaume, tu donnerais quoi comme conseil, toi, à des gens qui veulent démarrer sur YouTube? Parce que, voilà, toi, tu as démarré en 2021, on pourrait dire, ouais, c'est plus de 15 ans après le début de la plateforme, je sais plus, 10 ans, 12 ans, 15 ans? Non, 15 ans à peu près. Voilà, et quelqu'un qui veut démarrer cette année, c'est à peu près la même chose que s'il démarrait l'année dernière. Tu lui donnerais quoi comme conseil? De savoir exactement où il veut aller, de savoir quel va être... savoir en fait définir sa chaîne en quelques mots, savoir quel va être le ton, savoir quels vont être les formats, pour pas que ce soit un projet avorté, quoi. Il faut essayer d'avoir une vision, je pense, long terme avant de se lancer. Il faut pas prendre trop de temps non plus, parce que plus on retarde et moins on a envie. Donc il faut aussi apprendre à se lancer, quoi. Et ça n'a pas été facile. Ne pas avoir peur d'essayer de faire plusieurs prises, pour que ça soit en parfaite corrélation avec ce qu'on a en tête. Ne pas hésiter aussi à le montrer à ses amis. Moi, ça m'a beaucoup aidé aussi, parce que lorsqu'on est plongé dedans, on voit plus rien, en fait. Donc, c'est bien aussi d'avoir des retours un peu extérieurs. Et puis, surtout, se faire plaisir. Je pense que c'est l'un des conseils les plus importants, parce qu'encore une fois, je pense que ça se ressent dans le contenu. Et ne pas avoir... et peut-être, ça, c'est un conseil que j'aurais peut-être aimé avoir aussi, c'est de se rendre compte que avant tout ça, parce qu'une vidéo reste un extrait, une vision un peu améliorée de ce qu'on peut raconter, c'est-à-dire il y a un montage, parfois je refais mes prises 15 fois pour une phrase, donc derrière il y a beaucoup de travail d'écriture, beaucoup de travail de montage, et ça prend énormément de temps, et il faut pas... je pense qu'il ne faut pas l'oublier, et il faut en avoir conscience. Et ça a beaucoup d'importance, je pense, dans le résultat final. Donc, ouais, je pense que ça serait avoir conscience de tout ça, mais avant tout se faire plaisir, évidemment. Allez, dernière petite question. On a dit que tu avais développé ta chaîne jusqu'à 50 000 abonnés en 6 mois. C'est énorme, mais de nos jours, c'est pas si incroyable que ça, parce que de nos jours, on a quelque chose d'incroyable qui s'appelle les shorts, qui permettent de développer très très rapidement des grandes audiences. Pas forcément des audiences aussi attachées, aussi impliquées que la tienne. Donc, je voulais préciser déjà que c'était sans aucun short que tu as développé cette audience-là. Donc, c'est là où la performance est vraiment balèze. Et j'ai vu qu'aujourd'hui, je crois, ou hier, tu as sorti ton premier short. Est-ce que tu te dis j'y vais à tâtons parce qu'on m'a dit qu'il fallait y aller? Est-ce que tu as un vrai projet pour les shorts parce que tu as déjà testé les petits formats avec ces stars? C'est quoi l'idée là?
Alors, j'avoue, je suis un peu. Alors, c'est vrai que j'en ai pas parlé dans les conseils. Je l'ai même carrément oublié. Mais je suis pas totalement convaincu par les shorts en réalité. J'avais testé d'en uploader, je crois, c'était il y a peut-être 3-4 mois. Parce que je pense qu'il faut être présent lorsque de nouvelles fonctionnalités sont mises en avant comme ça. Elles rentrent forcément dans l'algorithme. Donc, enfin, je pense que tu as plein d'avantages à t'y essayer. Donc, j'en avais fait quelques-uns, généralement des reels. Tout simplement, je les convertissais en format shorts. J'ai pas fait des scores de dingue sur ma chaîne. Je pense que les personnes qui suivent un YouTuber ou un créateur de contenu sont habitués à avoir un format un peu plus long et en format paysage, même si on vit maintenant dans une multitude de contenus en format vertical. Mais c'est des contenus qui font un peu de tâche, je trouve, même quand tu vas dans la barre vidéo, tu vois ce petit format qui fait moins de vues. Et j'ai l'impression que ça... J'en suis pas sûr, j'en ai pas la certitude, mais je me dis que ça doit peut-être altérer certaines analytics. Donc j'en avais fait quelques-uns, j'étais pas trop convaincu. Et j'y suis revenu plus tard et je me suis dit, bon, il y a quand même pas mal de choses qui se passent autour des shorts, il y a peut-être une carte à jouer. Et donc ce que j'ai fait, j'ai vu que plusieurs créateurs, là encore je me suis inspiré de créateurs que je suis, il y en a plusieurs qui ont lancé des chaînes secondaires vraiment spécifiques pour des shorts. Donc je me suis dit, ah, c'est une bonne idée, parce que toutes les vidéos que je mets sur TikTok, que je mets sur Instagram, je peux peut-être les réutiliser et les mettre sur cette chaîne short pour ensuite rediriger sur ma chaîne. Mais donc j'avais testé ça cet été, puisque j'avais fait une opération où pendant un mois, je faisais un short tous les jours pendant le mois des fiertés sur des musiques qui avaient été très importantes dans la communauté LGBT+. Et j'étais un peu déçu des résultats en fait sur les shorts. Donc j'ai quand même testé d'en mettre quelques-uns. Je crois que ma chaîne secondaire doit avoir 300 abonnés sur les shorts. J'ai dû en uploader 10 peut-être. Et donc hier, j'avoue, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai remis un nouveau short sur ma chaîne et croyez-le ou non, j'ai perdu des abonnés suite à la publication de ce short. Donc je suis encore Oui, c'est plus en normal. Au fight début, c'est normal. avec les shorts. Ah ouais? Au début, c'est normal. Ouais, ouais. Mais alors, moi, de mon point de vue extérieur, je pense qu'il faut carrément que t'en fasses. Mais Ah ouais? carrément que t'en fasses. Et j'ai des infos. Ah. Et il faut que t'en fasses. Voilà, j'ai des infos que je ne peux pas divulguer aujourd'hui encore. Mais Ok. qui me font dire qu'il faut vraiment que tu continues un peu dans cette voie-là. Et probablement. Alors, sur la chaîne principale, l'intérêt d'être sur la chaîne principale, c'est que YouTube a déjà cerné une audience pour tes contenus. Ouais. Et donc, YouTube a déjà un profil, si tu veux, de personnes qui peuvent apprécier tes contenus. D'autant plus que toi, je pense que ton audience short est assez similaire à ton audience de contenu long, ce qui n'est pas le cas de toutes les chaînes. Donc, voilà, persévère un petit peu. Après, comme beaucoup de créateurs, je pense, tu te dis, je suis pas à l'aise, c'est quand même moins chouette, on peut moins aller au fond des choses et tout. Donc, je pense que ça va rester, ton contenu star va rester tes vidéos travaillées. Mais les shorts, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent dessus et ce serait, je pense que ça manquerait un peu à ton arsenal. Donc tu me dirais de continuer les shorts mais sur la chaîne principale et je serais curieux de savoir à quelle fréquence selon toi. Je me permets. Hein. Je pense qu'en fait, si tu veux, les choses évoluent. C'est-à-dire que il y a un an, quand c'était en bêta et que ça venait de sortir, la bonne fréquence, c'était un short par mois. C'était tout ce que l'audience était capable de supporter, quoi. Alors qu'aujourd'hui, on a l'habitude d'aller sur des chaînes où il y a une vidéo longue et 3-4 shorts avant la vidéo longue suivante. Après, tu as une petite fonctionnalité que moi j'aime beaucoup. Quand tu prépares ton short, je sais pas si tu le fais sur smartphone ou sur PC ton short. Ça dépend. Franchement, ça dépend. Les deux. D'accord. Donc, ce que je te conseille, c'est que si tu le fais sur smartphone, tu l'uploades en non répertorié ou en privé sur ton YouTube. Tu le publies pas. Et ensuite, tu vas sur ordinateur. Et là, dans tes options de publication, dans détail, là, tu cliques sur la petite flèche en bas et tu as un petit bouton qui dit avertir les abonnés. Prévenir les abonnés de la sortie de cette publication. Et tu peux la décocher, cette case. Et quand tu la décoches, tes abonnés ne voient pas tes shorts. Donc si tu as des réactions un peu épidermiques de gens qui disent « Ouais, je ne suis pas abonné pour du contenu snack, je veux que des contenus travaillés, etc. » Tu décoches ça, tu n'as quasiment personne dans ta communauté qui va les voir. Et ça ne va servir que à faire venir des nouvelles personnes, en fait. Et ça, c'est plutôt pas mal comme fonctionnalité. Donc, alors moi, il y a... À tester, mais il y a juste un risque, tu vois, je me dis demain je suis une marque et je vais sur une chaîne YouTube et je vois qu'il y a des vidéos à 30 000, 50 000 vues et juste après 1200 vues ou 800 vues. J'ai peur aussi que ça soit un frein en fait pour elle. Et après en termes d'analytics, tu vois, je me dis est-ce qu'une vidéo qui est regardée
Donc, un short, je crois que c'est 60 secondes, mais imaginons qu'elle a regardé 40 secondes. Est-ce que ça influe sur les analytiques générales? Est-ce que ça fait baisser mon watch time, quoi? Non, c'est vraiment pris vidéo par vidéo. Et tu te doutes bien que YouTube, voulant absolument que tous les créateurs de la plateforme fassent des shorts, ils vont pas te pénaliser si tu fais des shorts. Ils essaient de faire tout leur possible pour qu'on puisse tout faire sur la même chaîne principale. Aujourd'hui, sur les clients qu'on a, on constate que les shorts sur la chaîne principale, c'est plutôt pas mal, et YouTube le dit d'ailleurs, ils constatent que globalement, on a plus d'engagement sur des vidéos longues après avoir posté des shorts sur la même chaîne, en moyenne, hein. C'est qu'une moyenne. Les seuls contenus que je recommande de mettre sur une chaîne secondaire en général, ça va être les podcasts. Exactement ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire que là, on sort vraiment, on est complètement sur un format totalement différent. Souvent, c'est le cœur d'audience seulement, et tous les autres sont pas du tout intéressés. Et là, vaut mieux le mettre sur une autre chaîne en général. Mais et puis après, on pourrait refaire un épisode entier sur les podcasts parce que YouTube est aussi en train de se positionner dessus. Donc les shorts, je dirais, fais-en de temps en temps. Et puis le jour où tu en auras un qui va faire 10 millions de vues, tu vas dire ah ouais, ok, maintenant je pense que je vais en faire plus. Parce que ça va arriver. Ok, d'accord. Donc, non, vas-y. Je vais persévérer alors. Peut-être que tu vas me réconforter réconcilier, pardon. Est-ce qu'il y a des questions qu'on t'a pas posées? Est-ce qu'il y a des trucs que tu te dis j'aurais bien aimé te parler de ça quand même? Je réfléchis. Ah oui, dans les conseils, oui, bah là, j'ai complètement zappé de le dire. Ah oui, dans les conseils, oui, bah là, j'ai complètement zappé de le dire, mais s'intéresser aux analytics, enfin, ça, c'est hyper important pour la viralisation de ton contenu. Et ça, je l'avais peut-être pas en tête. Je pense que c'est toi, hein, d'ailleurs, qui m'a vraiment fait me mettre à fond dans les analytics. C'est que ça passe par ton watch time, ça passe par la rétention de ton audience, ça passe par la miniature, enfin, ça passe par tellement de choses. Il faut trouver vraiment le juste équilibre, donc je pense que oui, j'aurais peut-être plus détaillé là-dessus, mais à part ça, Ouais, s'y intéresser, prendre le temps de comprendre comment ça marche, parce qu'au début ça peut faire un peu peur, mais c'est tellement précieux et c'est tellement rare quand tu regardes. C'est pas sur Facebook, TikTok ou n'importe où qu'on a autant d'outils. Là, en fait, on a presque trop sur YouTube. Il y a même des gens qui en font leur métier, t'imagines, tellement c'est complexe. mais c'est une chance. Et même les gens de la télé ont jamais eu autant d'outils que ça. Donc, quand il y a des gens de la télé qui arrivent sur YouTube, ils disent waouh, mais en fait, c'est hallucinant, vous savez tout. Et oui, on a toutes les infos. Non, c'est vrai que oui, c'est précieux et c'est un des secrets, je pense, pour se faire une petite place et de comprendre justement le mécanisme de cet algorithme, quoi. Même s'il est encore un peu flou, hein, je t'avoue, parfois pour moi, mais ça aide quand même. Génial. Et ben, est-ce que tu pourrais dire à tout le monde où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, vous pouvez me retrouver sur YouTube, évidemment, sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Popslay. Chaque semaine, normalement, je décrypte l'actualité musicale, le parcours des artistes et les rouages de l'industrie musicale. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram @Popslay, sur TikTok @PopslayNews et également chaque semaine sur le Snapchat officiel de C-Star pour l'émission C-Star BPM. Magnifique. Voilà. Beau CV, je trouve, après 1 an et demi de création de contenu, c'est beau. Et ben, un énorme merci à toi, Guillaume. Merci, Goran. J'espère que cet épisode vous aura plu, tout le monde. Et puis, on vous dit au mois prochain avec un nouveau créateur, une nouvelle créatrice YouTube. Voilà, j'ai déjà hâte. À bientôt. Ciao. À bientôt. Ciao. Merci beaucoup. Salut.